L'entrepreneur concentré. Produit élu par Livre Académie. Introduction. L'attention, c'est la nouvelle monnaie. Ceux qui la contrôlent domineront le monde. Regarde autour de toi. Ton téléphone vibre. Ton cerveau saute d'une idée à l'autre. Tu réponds à un message, tout en pensant à ta prochaine réunion, ton prochain post LinkedIn, ton prochain client. Et pendant ce temps-là, une chose précieuse t'échappe. Ta capacité à te concentrer. Tu le sens, n'est-ce pas? Ce brouillard mental, cette impression d'être toujours occupé, mais rarement impactant. Tu avances, mais sans la clarté que tu avais au début. Tu crées, mais dans le bruit. Tu réussis peut-être, mais tu n'as plus le sentiment d'être aux commandes. Ce livre est là pour te ramener au centre. Pas pour t'apprendre à travailler plus vite, mais à travailler plus vrai. Pas pour t'ajouter des hacks de productivité, mais pour t'aider à retrouver la puissance de ton attention, ton énergie la plus rare et la plus rentable. Parce que oui, dans un monde où tout le monde s'agite, celui qui sait se concentrer devient une anomalie. Et les anomalies, ce sont elles qui changent les règles du jeu. En lisant ce livre, vous allez comprendre pourquoi la distraction n'est pas un bug, mais un business model construit contre toi. Comment retrouver des heures de clarté sans changer ton emploi du temps. Comment produire 10 fois plus d'impact en travaillant 2 fois moins. Et surtout, comment redevenir le stratège, pas le pompier de ton entreprise. Je ne vais pas te vendre du rêve. Je vais te rendre ta vision. Je vais te montrer comment retrouver le silence intérieur qui précède toutes les grandes décisions, toutes les grandes idées, toutes les grandes réussites. Tu n'as pas besoin de plus d'outils, de plus de formation ou de plus de bruit. Tu as besoin de moins et de mieux. Alors fais une chose que peu d'entrepreneurs font encore. Respire profondément et écoute ce livre jusqu'au bout et tu penseras différemment. Chapitre numéro 1. Le mythe de la productivité moderne. Ce n'est pas la charge de travail qui nous tue, c'est la dispersion. Peter Drucker croit être productif. Tu crois que tes journées à rallonge, tes 58 notifications par heure, tes 4 appels en même temps et ton agenda saturé sont la preuve que tu avances. Tu crois que ta valeur se mesure à ton niveau d'activité. Et tu te trompes. Parce qu'à ce rythme, tu ne travailles pas vraiment. Tu t'agites. Le monde moderne t'a vendu un mensonge. Que faire plus, c'est être meilleur. Et si tu lis ces lignes, c'est sans doute parce que, quelque part, tu sens que c'est faux. Tu sens ce vide à la fin de la journée, même après avoir tout fait. Tu sens cette fatigue mentale, cette impression de tourner à plein régime sans jamais franchir la ligne d'arrivée. Tu sens que tu es devenu le gestionnaire du chaos, plus que le créateur de valeur. Depuis l'école, on t'a appris que la réussite dépendait de l'effort visible, qu'il fallait remplir ton emploi du temps, tes listes de tâches, tes semaines, tes réunions, ton cerveau. Tu as donc appris à produire plus, à répondre plus vite, à courir plus fort. Et paradoxalement, tu t'es éloigné de ce que tu voulais vraiment, le contrôle. Parce que plus tu fais, plus tu subis. Chaque mail, chaque réunion, chaque message devient un petit fragment d'énergie volé à ta concentration. Et tu n'as jamais signé pour ça. Les anciens disaient « Le travail forge l'homme ». Aujourd'hui, le travail le dilue. Ton attention est éparpillée sur 10 fronts. Tu travailles partout, sauf là où tu es. Tu es en rendez-vous, mais tu penses à ton mail. Tu écris un mail, mais tu penses à ton post LinkedIn. Tu postes sur LinkedIn, mais tu penses à ta réunion de demain. Et au fond, tu n'es nulle part. Ce n'est pas ta faute. C'est devenu la norme. Tu l'as remarqué, quand quelqu'un te demande « Comment ça va ?», tu réponds souvent « Débordé, mais ça va ». Comme si « débordé » était une médaille d'honneur. Comme si le chaos était la preuve de ton importance. Le business moderne glorifie les zombies productifs, ceux qui dorment 4 heures par nuit, qui hustlent à coups de caféine et de dopamine. On célèbre la fatigue comme un trophée. Mais le vrai leadership ne se mesure pas à ta capacité à t'épuiser. Il se mesure à ta capacité à rester lucide pendant que tout le monde s'agite. Regarde autour de toi. Les plus grands ne font pas plus que les autres. Ils font moins, mais avec une intensité que peu peuvent soutenir. Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, Naval Ravikant, ils ont appris à creuser profond. Ils travaillent sur peu de choses, mais avec une clarté laser. Et c'est cette intensité que tu as perdue, celle que tu vas retrouver ici. Quand tu passes ta journée à bouger,
Tu crois avancer. Mais le mouvement n'est pas le progrès. Une roue de hamster tourne très vite, sans jamais quitter sa cage. Tu coches des cases, tu avances des dossiers, tu réponds à tes messages, tu termines tes journées pleines d'activités, mais vides d'impact. Les projets qui comptent vraiment, les grandes idées, les décisions structurantes, la vision, sont repoussés à « quand j'aurai le temps ». Et ce temps n'arrive jamais. Parce que la surface de ta journée est envahie par le bruit. Tu ne penses plus, tu réagis. Tu ne diriges plus, tu gères. Tu ne crées plus, tu maintiens. Le piège du toujours plus, c'est qu'il t'enlève le luxe de la profondeur. Et sans profondeur, tu perds tout ce qui fait de toi un entrepreneur. Ta vision, ton intuition, ton feu. La dispersion t'a volé ta magie. Et le plus ironique, c'est que tu crois que c'est toi qui choisis. En réalité, tu es devenu esclave du rythme. Tu es devenu l'employé de ton propre stress. Chaque notification est une micro-interruption. Chaque message, une fracture dans ton flux mental. Des études montrent qu'il faut en moyenne 20 minutes pour retrouver un niveau de concentration après une interruption. 20 minutes. Et toi, combien d'interruptions par heure? 10? 20? 50? Fais le calcul. Tu ne perds pas du temps, tu perds ton cerveau. Tu gaspilles ta puissance cognitive dans des miettes d'attention dispersées. La conséquence, tu la connais. Stress chronique, créativité en berne, lucidité effacée. Tu appelles ça « bosser dur ». Mais en vérité, tu es juste en train de courir après ta propre ombre. Le bruit est devenu ta drogue, l'agitation, ton identité. Et comme toute addiction, elle te donne l'illusion du contrôle tout en te le retirant. Tu es devenu un entrepreneur brillant enfermé dans une boucle de notifications. Le piège de la réactivité te lève le matin avec une idée claire. Aujourd'hui, tu vas avancer sur ce projet qui te tient à cœur, cette vision qui dort dans ton carnet de notes depuis des mois. Tu t'installes, café à la main, prêt à conquérir ta journée. Et là, ding, une notification, puis une autre, un mail, un message, un rappel, un appel. 30 minutes plus tard, ton café est froid et ton idée s'est évaporée. Ton cerveau, déjà fragmenté avant même 9 heures du matin, a perdu sa trajectoire. Tu es redevenu réactif. Bienvenue dans le piège le plus sophistiqué du XXIe siècle, la réactivité. On te fait croire qu'être réactif, c'est être professionnel, qu'il faut répondre vite, être disponible, présent, en permanence. Mais ce n'est pas de la présence, c'est de la dispersion maquillée en engagement. On a confondu la vitesse avec la valeur. Chaque fois que tu ouvres ton téléphone, une armée d'algorithmes se bat pour une seule chose, ton attention. Chaque notification est une piqûre de dopamine, une microdose de reconnaissance. Tu te sens utile, connecté, vivant. Mais à chaque clic, tu t'éloignes un peu plus de ce que tu voulais vraiment faire. C'est pervers, parce que ce système a compris ton point faible, ton besoin d'être important. Chaque message que tu reçois te chuchote « on a besoin de toi » et tu réponds « encore » et encore. Jusqu'à devenir prisonnier d'une boucle où ton cerveau ne crée plus, il répond « le pire, c'est que tu appelles ça « travailler ». Tu passes ta journée à éteindre des feux, à gérer des urgences, à jongler avec des priorités qui ne sont pas les tiennes. Et le soir, tu te demandes pourquoi tu es vidé alors que tu n'as rien accompli de vraiment important. La réactivité est une illusion de contrôle. Elle te donne l'impression d'agir, alors qu'en réalité, tu réagis. Et quand tu vis dans la réaction, tu n'es plus stratège, tu es soldat. Tu passes ta journée à te battre sur des fronts que tu n'as pas choisis. La vérité, c'est que la plupart des entrepreneurs ne dirigent plus leur entreprise. Ils la subissent. Leur boîte est devenue un monstre affamé qui se nourrit de leur énergie mentale. Ils croient piloter un navire, mais ils écopent de l'eau pendant la tempête. Être réactif, c'est laisser ton environnement décider à ta place. Chaque notification est une main invisible qui tourne ton volant dans une autre direction. Tu crois être maître de ton temps, mais tu ne l'es plus. Tu es maître de ton chaos. Le monde récompense ceux qui savent se concentrer dans le vacarme.
Parce que dans une ère où tout le monde parle, celui qui écoute devient roi. Regarde autour de toi. Combien de décisions hâtives ont été prises parce que quelqu'un voulait réagir vite? Combien de projets avortés faute de profondeur? Combien de burn-out déguisés en passion? La vitesse sans direction n'est qu'une course vers l'épuisement. Les grands entrepreneurs savent une chose, le silence est un avantage stratégique. Ce n'est pas un luxe, c'est une arme. Un esprit calme voit plus loin. Un esprit disponible voit plus profond. Un jour, un entrepreneur que j'accompagnais m'a dit « J'ai l'impression de courir toute la journée sans jamais avancer. » Je lui ai répondu « Ce n'est pas une impression. » Il avait tout pour réussir. L'énergie, la vision, le talent. Mais il s'était perdu dans son propre labyrinthe. Ses journées commençaient dans l'urgence et se terminaient dans la fatigue. Son agenda ressemblait à une autoroute saturée. Ses idées, à des véhicules coincés dans un embouteillage permanent. Il ne manquait pas d'ambition, il manquait d'espace. Pendant des mois, il avait cru que le salut viendrait d'un meilleur outil, d'une application de gestion de tâches, d'une méthode miracle pour optimiser son temps. Mais l'ennemi n'était pas dans son agenda, il était dans sa tête. Ce qu'il devait apprendre, ce n'était pas à faire plus, mais à laisser de la place. Je lui ai demandé « Quand as-tu travaillé vraiment pour la dernière fois ?» Silence. Un long silence. Puis un rire nerveux. Il ne savait pas répondre. Ce jour-là, il a compris. Il passait ses journées à s'agiter, à gérer, à coordonner, mais il n'avait pas produit de pensée profonde depuis des semaines. Plus d'analyse, plus de vision, plus de vraie créativité. Juste du flux, juste du bruit. Alors, il a fait un truc radical. Il a fermé tous ses canaux pendant 3 jours. Pas de mail, pas de message, pas de réunion. Juste lui, un carnet, et son esprit. Le premier jour, il s'est senti coupable. Le deuxième, nerveux. Le troisième, libre. Il s'est rendu compte que le silence ne le vidait pas, il le nourrissait. Quand il est revenu à ses affaires, il n'était plus le même. En une semaine, il avait résolu un problème qui le bloquait depuis des mois. En un mois, son équipe l'a trouvé plus clair, plus inspirant, plus calme. Il n'avait pas travaillé plus. Il avait travaillé mieux. Ce qu'il avait vécu, c'était l'éveil de la lucidité. Le moment où tu réalises que ta vraie ressource n'est ni ton argent, ni ton temps, ni même ton énergie physique, c'est ton attention consciente. Le retour à l'essentiel, c'est elle qui décide si ta journée sera utile ou vide. C'est elle qui choisit si tu construis ou si tu réagis. C'est elle qui transforme tes heures en valeur. Mais pour la retrouver, il faut d'abord affronter un vide. Ce vide que tu fuis à coups de mails, de messages, de réunions et de petites urgences. Tu crois que c'est de la motivation. C'est de la peur du silence, la peur du ralentissement, la peur de devoir penser. Le cerveau moderne est devenu accro à l'agitation. Il préfère le stress à l'introspection, la confusion à la clarté, le bruit à la lucidité, parce que le bruit donne l'illusion d'exister. Mais ce n'est qu'une illusion. La lucidité, elle, est silencieuse. Elle demande du courage parce qu'elle t'oblige à te confronter à ce que tu fuis. Le manque de sens, la surcharge, le désalignement. Mais une fois que tu passes cette frontière, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu commences à voir clair. Tu comprends que tout ne mérite pas ton attention. Tu découvres que ton énergie est ton or, et que la dilapider dans des distractions, c'est comme jeter de l'argent par la fenêtre. Tu réalises que ton esprit n'est pas fait pour tout suivre, mais pour créer du sens. Et soudain, tu te rappelles pourquoi tu as entrepris. Pas pour remplir des plannings, pas pour répondre à des mails, pas pour prouver que tu es fort, mais pour construire quelque chose qui a du sens, qui te dépasse, qui te ressemble. Tu comprends alors que la concentration, ce n'est pas une contrainte, c'est une libération. C'est la seule façon de retrouver ta vision, ton feu, ta force tranquille. L'entrepreneur concentré, ce n'est pas celui qui fait plus que les autres, c'est celui qui voit plus loin. C'est celui qui sait s'arrêter, observer, penser.
c'est celui qui comprend que l'agitation est l'ennemi de la clarté, et que la clarté, c'est la source du pouvoir. Le calme n'est pas une perte de vitesse, c'est un changement de trajectoire. Quand tu ralentis à l'extérieur, tu accélères à l'intérieur. Quand tu simplifies, tu amplifies. Quand tu choisis le silence, tu entends enfin ta vraie voix. Et cette voix, c'est celle du stratège, pas du pompier, du créateur, pas du gestionnaire, du visionnaire, pas du suiveur. L'éveil de la lucidité, c'est ce moment où tu décides que ton attention ne sera plus à vendre. C'est le moment où tu redeviens le pilote, pas le passager. C'est le moment où tu reprends le contrôle. Tu n'es pas ici pour survivre à tes journées, tu es ici pour les diriger. Et pour ça, il faut apprendre à faire une chose rare, presque subversive dans ce monde saturé, penser profondément. Parce que la profondeur, aujourd'hui, c'est la nouvelle force. La concentration, c'est la nouvelle richesse. Et le silence, c'est le nouveau luxe. À partir de maintenant, tout ce que tu feras devra servir un seul objectif. Retrouver cette lucidité. Pas demain, pas quand ça se calmera. Maintenant. Parce que le monde n'attend pas celui qui bouge beaucoup. Il attend celui qui voit clair. Et si tu lis encore ces lignes, c'est que cette clarté t'appelle. Alors garde les yeux ouverts. Le chapitre suivant t'apprendra à la maîtriser. La vraie puissance, c'est la maîtrise de soi. Tout le reste n'est que du bruit. Chapitre numéro 2. La puissance du focus profond, la capacité à se concentrer sur une tâche sans distraction est aujourd'hui une superpuissance. Cal Newport le cerveau, une lentille sous tension. La première fois que j'ai compris la vraie puissance du focus, ce n'était pas dans un livre, ni dans une salle de conférence, ni même au travail. C'était en observant un enfant jouer. Il était assis dans le sable, seul, avec un seau et une pelle. Autour de lui, le chaos, cris, vagues, rires, mouvements. Lui, immobile, concentré sur son château. Aucun bruit ne semblait l'atteindre. On aurait dit qu'il avait suspendu le temps. Ce gosse venait de me rappeler quelque chose que la plupart des adultes ont oublié. La concentration totale est notre état naturel. Ce n'est pas un effort, c'est un retour à la source. Pourtant, le monde moderne a fait de la concentration une denrée rare. Les chercheurs parlent désormais de crise de l'attention. Une étude publiée dans Nature Communication a montré que notre capacité moyenne à rester concentré sur une tâche a chuté de près de 40% en 20 ans. Le smartphone, les notifications, les multitâches constants ont reprogrammé notre cerveau pour la dispersion. L'être humain, conçu pour la profondeur, vit désormais en surface. Le cerveau n'est pas fait pour jongler avec 10 flux d'informations à la fois. Chaque fois que tu passes d'une tâche à une autre, ton cortex préfrontal, la zone du raisonnement, de la décision et du contrôle cognitif, doit se réajuster. Cela crée une friction mentale, une sorte de frottement neuronal. Ce phénomène a un nom, le switch cost. Il épuise ton cerveau, consomme ton glucose et te donne l'impression d'être fatigué sans raison. En réalité, c'est ton attention qui s'est vidée. La science de la concentration est simple, mais implacable. Ton cerveau fonctionne comme une lentille. Ce sur quoi tu la pointes s'illumine, tout le reste disparaît. Mais cette lentille a un coût énergétique colossal. Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, explique dans Thinking, Fast and Slow que le cerveau évite naturellement la concentration prolongée parce qu'elle demande une dépense d'énergie considérable. C'est pour cela que tu te sens parfois mentalement vidé après une longue session de travail intellectuel. Le problème n'est donc pas ton manque de motivation, mais ta gestion de cette énergie cognitive. Le flow, la biologie de la profondeur, c'est ici que commence le pouvoir du focus profond. Contrairement aux multitâches, il ne fragmente pas ton énergie, il la concentre. Il agit comme une loupe qui transforme une lumière diffuse en un rayon capable de brûler la matière. Ce n'est pas une métaphore. Dans une expérience célèbre menée à l'Université de Chicago, Mihaly Csikszentmihalyi a démontré que lorsqu'un individu entre dans un état de concentration totale, ce qu'il appelle le flow, son cerveau sécrète un cocktail neurochimique d'endorphine, de dopamine et de noradrénaline. Résultat, le temps s'efface. La performance explose,
La fatigue disparaît. Le flow est un état où le mental cesse de s'éparpiller, où chaque cellule de ton être travaille à l'unisson. Ce n'est pas seulement agréable, c'est optimal. Les chercheurs en neurosciences estiment que dans cet état, la productivité et la créativité peuvent augmenter de 300 à 500%. Oui, tu as bien lu. Ce n'est pas une question d'heures, c'est une question d'intensité. 4 heures de focus profond valent 40 heures de travail fragmenté. Mais alors, pourquoi si peu de gens y accèdent encore? Parce que nous vivons dans une économie qui monétise la distraction. Des milliards de dollars sont dépensés chaque année pour capter ton regard, détourner ton attention, t'empêcher d'entrer dans le calme. Ce n'est pas une faiblesse personnelle, c'est une stratégie globale. Ton focus est un marché. Chaque minute passée à scroller, à checker, à répondre vite, enrichit quelqu'un d'autre. Les entrepreneurs les plus lucides ont compris qu'ils devaient reprendre le contrôle de cette ressource volée. Ils traitent leur attention comme un capital à investir, pas à dépenser. Car l'attention est exactement cela, une forme de monnaie mentale. Quand tu la dépenses sur tout, tu t'appauvris. Quand tu l'investis sur peu, tu t'enrichis. Les neuroscientifiques parlent de plasticité attentionnelle. Cela signifie que ton cerveau s'adapte à ce que tu lui fais faire souvent. Si tu le nourris de distractions, il devient incapable de se concentrer. Si tu l'entraînes à la profondeur, il devient une machine de précision. Tu n'es donc pas victime de ton époque. Tu es le produit de tes habitudes. Imagine ton attention comme un muscle. Si tu la laisses s'atrophier, elle s'effondre. Si tu la disciplines, elle devient indestructible. Des chercheurs de Harvard ont montré qu'en pratiquant 10 minutes de concentration intentionnelle par jour, sans distraction, sans multitâche, le cerveau crée de nouvelles connexions dans le cortex singulaire antérieur, la zone impliquée dans le contrôle de l'attention et la gestion des émotions. En clair, plus tu t'exerces à te concentrer, plus tu deviens calme, lucide et efficace. La clarté, nouvelle arme des esprits profonds, le focus profond, n'est pas seulement une compétence, c'est une forme d'identité. Il change ta relation au temps, à l'espace et à toi-même. Tu passes du mode survie au mode création. Tu n'es plus un réacteur, tu deviens un générateur. Ce basculement est perceptible. Ceux qui le vivent disent qu'ils retrouvent le goût du silence, qu'ils sentent leur esprit redevenir clair, comme une eau calme après la tempête. Mais attention, entrer dans cet état ne se décrète pas, ça se prépare. Le cerveau a besoin de sécurité pour plonger dans la profondeur. Il doit sentir qu'aucune menace ne plane, qu'aucune notification ne viendra briser sa bulle. C'est pour cela que les grands créateurs, écrivains, scientifiques ou entrepreneurs ont tous des rituels de focus. Certains travaillent toujours au même endroit, à la même heure, dans les mêmes conditions. D'autres pratiquent la méditation, la marche lente ou le silence avant de créer. Ce ne sont pas des caprices, ce sont des protocoles neurologiques. Ils indiquent au cerveau « Nous entrons dans la zone ». Ce que les neurosciences confirment, c'est que le focus est une danse entre deux systèmes. Le système exécutif, celui de la planification, du contrôle, et le système par défaut, celui de la rêverie et de la créativité. Quand tu parviens à les harmoniser, tu deviens redoutable. Ton cerveau pense librement tout en gardant une direction. C'est l'état dans lequel naissent les grandes idées, les innovations, les sauts de conscience. Et si tu veux une vérité brutale, personne n'a jamais bâti quelque chose de grand sans focus profond. Ni Tesla, ni Jobs, ni Picasso. Parce qu'aucune vision ne se concrétise dans la distraction. La profondeur est la seule manière de donner de la densité à tes rêves. Alors la vraie question, ce n'est plus « comment être productif », mais « sur quoi suis-je prêt à concentrer ma vie ?» Parce que ta concentration, c'est ton destin. Là où tu poses ton attention, tu déposes ta puissance. Si tu la disperses, tu vises à moitié. Si tu la focalises, tu deviens incandescent. Et quand un esprit incandescent agit dans un monde distrait, il n'a plus de concurrent. Le focus profond n'est pas une technique. C'est une manière d'être au monde. C'est choisir de ne plus être victime du flux, mais sculpteur du temps. C'est redevenir capable de silence dans un univers de bruit.
C'est la révolution la plus radicale qui soit, celle de l'intérieur. Et si tu t'entraînes à ce pouvoir, même un peu chaque jour, tu verras apparaître quelque chose de rare. Ce moment où le bruit s'efface, où la clarté revient, où tout devient simple. Tu travailleras moins, tu créeras plus. Tu penseras lentement, mais tu avanceras vite. Tu seras de nouveau cet enfant dans le sable, calme, concentré, libre. Chapitre numéro 3. Reprendre le contrôle de son attention. Celui qui maîtrise son attention maîtrise sa vie. James Clearton. Attention est ton pouvoir le plus précieux. C'est elle qui transforme ton temps en impact, ton énergie en création, ta vision en réalité. Mais aujourd'hui, ce pouvoir t'échappe. Il fuit, comme du sable entre tes doigts. Et tu ne t'en rends même plus compte, parce que cette fuite est devenue la norme. Chaque jour, des centaines de stimuli t'assaillent. Notifications, mails, sons, messages, pensées parasites, obligations. Ce déluge constant a transformé ton cerveau en passoire cognitive. Tu t'y es adapté, bien sûr. Mais cette adaptation a un prix, ta capacité à rester concentré plus de quelques minutes. Des chercheurs de Microsoft ont mesuré le temps moyen d'attention soutenu en 2000. 12 secondes. En 2023, il est tombé à 8. 8 secondes, moins qu'un poisson rouge. Ce chiffre, aussi ridicule qu'effrayant, illustre un fait simple. Nous vivons dans une économie du vol d'attention, et le cerveau n'a pas été conçu pour résister à ça. Quand tu reçois une notification, ton cerveau libère de la dopamine, la molécule du plaisir et de la récompense. Tu ressens une micro-satisfaction, un petit shot chimique qui t'incite à recommencer. C'est une boucle addictive parfaite. Les plateformes numériques sont des casinos cognitifs. Chaque scroll est une promesse de gain aléatoire. Peut-être un message, peut-être un like, peut-être rien. Mais ton cerveau espère. Une étude de l'université de Stanford a démontré que les multitâches chroniques ont un quotient d'attention inférieur à ceux qui consomment régulièrement du cannabis. Pas parce qu'ils sont moins intelligents, mais parce que leur cerveau n'arrive plus à filtrer ce qui est pertinent. Chaque stimulus est traité comme une urgence. C'est comme si ton cerveau gardait toutes les fenêtres ouvertes en permanence. Résultat, lenteur, stress, fatigue, erreur. Et le plus ironique, cette dispersion donne l'illusion de la maîtrise. Tu te sens occupé, connecté, nécessaire. Tu te dis que tu gères tout. En réalité, tu ne contrôles plus rien. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce mécanisme est réversible. Le cerveau, grâce à la plasticité neuronale, peut être reconditionné. Comme un muscle fatigué, il peut retrouver sa force. Et la clé, c'est la conscience. Tu ne peux pas combattre ce que tu ne vois pas. Alors regarde, observe la mécanique de ta distraction. Observe comment ton attention est volée. Et une fois que tu l'as vue, tu peux la reprendre. L'art de protéger son espace mental imagine ton esprit comme une pièce blanche. Au début, elle est vide, calme, lumineuse. Puis, au fil du temps, tu la remplis. Un mail par-ci, une notification par-là, une inquiétude, un souvenir, une conversation. Et bientôt, tu n'as plus de place pour toi. Reprendre le contrôle de ton attention, c'est vider la pièce. Tu ne peux pas être concentré dans un environnement conçu pour t'interrompre. Ton cerveau est biologiquement programmé pour répondre à la nouveauté. C'est ce que les chercheurs appellent le novelty bias. À chaque nouveau stimulus, ton cerveau détourne ton regard. Il croit que c'est vital. C'était utile quand tu vivais dans la savane et qu'un bruit pouvait annoncer un prédateur. Aujourd'hui, c'est juste ton téléphone. Alors, la première règle du focus conscient, c'est le design attentionnel. Crée un environnement qui protège ton esprit au lieu de le disperser. Supprime toutes les notifications non vitales. Réorganise ton espace de travail pour qu'il devienne un signal de calme. Mette ton téléphone hors de portée quand tu veux penser profondément. Ce n'est pas de la rigidité, c'est de l'hygiène mentale. Une étude de l'Université du Texas a révélé que la simple présence d'un smartphone sur une table réduit de 20% les performances cognitives, même lorsqu'il est éteint.
ton cerveau reste partiellement mobilisé par son existence. Il attend un signal. Ce n'est donc pas une question de volonté. C'est une question d'architecture mentale. Ensuite, établis des plages sacrées de concentration. Des moments non négociables où tu n'es pas disponible. Les chercheurs appellent cela le deep time. Bloque 90 à 120 minutes par jour, sans interruption. Préviens ton équipe, prépare ton environnement et plonge. Ce rituel, pratiqué régulièrement, renforce ton cortex préfrontal, le centre du contrôle exécutif. C'est comme entraîner ton esprit à redevenir souverain. Mais la maîtrise de l'attention ne se résume pas à la suppression du bruit. Elle exige aussi la reconstruction du calme intérieur. Tu ne peux pas contrôler ton attention si tu es émotionnellement agité. Le stress réduit la capacité du cerveau à rester concentré, car il active l'amygdale, la zone de la peur. Le calme n'est donc pas un luxe, c'est une condition biologique du focus. Les neuroscientifiques ont prouvé que la méditation de pleine conscience, pratiquée 10 minutes par jour, augmente la densité de matière grise dans l'hippocampe et le cortex singulaire antérieur, des zones liées à l'attention soutenue et à la régulation émotionnelle. En d'autres termes, la méditation n'est pas une mode. C'est un entraînement cérébral. Si tu refuses de t'y mettre, fais plus simple. Marche sans ton téléphone. Laisse ton esprit vagabonder. Regarde autour de toi. Cette lenteur volontaire répare le système attentionnel. C'est la version biologique du reset. Et puis, apprends à dire non. Chaque oui impulsif à une demande inutile est un fragment de ton attention que tu offres à quelqu'un d'autre. Le non, ce n'est pas de la fermeture. C'est une protection de ton espace mental. Redevenir le stratège de son esprit, reprendre le contrôle de ton attention, ce n'est pas devenir moine. C'est redevenir stratège. C'est choisir délibérément ce qui mérite ton énergie mentale. Chaque jour, des milliers de décisions te sollicitent. Certaines sont triviales, d'autres cruciales. Si tu n'as pas de hiérarchie intérieure, tu t'épuises dans des combats qui ne t'appartiennent pas. Tu dois créer ce que j'appelle un filtre de clarté. Une grille mentale qui t'aide à trier instantanément l'utile du bruit. Demande-toi, est-ce que cette tâche sert ma vision? Est-ce qu'elle fait avancer ma mission? Est-ce qu'elle mérite mon attention consciente? Si la réponse est non, élimine, délègue ou diffère. C'est l'application du principe de Pareto. Mais à ton esprit, 20% de tes pensées produisent 80% de ta valeur. Les meilleurs entrepreneurs du monde ne sont pas ceux qui travaillent le plus, ce sont ceux qui savent où travailler. Ils allouent leur attention, comme on investit un capital, dans des zones à fort rendement cognitif. Tu veux une preuve? Bill Gates et Warren Buffett ont été interrogés un jour sur la clé de leur réussite. Ils ont donné la même réponse, sans se concerter. Focus, ce n'est pas un hasard. L'attention sélective est une arme économique. C'est elle qui différencie l'agité du visionnaire. Mais cette discipline a un prix, la solitude mentale. Quand tu apprends à protéger ton attention, tu t'éloignes du flux. Tu deviens moins disponible, moins joignable. Certains ne comprendront pas. Ils penseront que tu t'isoles. En réalité, tu te retrouves. Parce que dans le silence, tu redeviens entier. Tu te reconnectes à ce qui t'a poussé à entreprendre, créer quelque chose qui a du sens. Et cette clarté intérieure change tout. Tu travailles moins, mais chaque action compte. Tu parles moins, mais chaque mot pèse. Tu réagis moins, mais chaque décision est alignée. Les psychologues parlent de présence consciente. C'est un état où tes pensées, tes émotions et tes actions sont alignées. Tu n'es plus dispersé entre ce que tu fais et ce que tu penses devoir faire. Tu es là, entier, et cet état-là est contagieux. Tes équipes le ressentent, tes clients le perçoivent, tes proches le voient, parce que le calme est une forme d'autorité. Reprendre le contrôle de ton attention, c'est reprendre le contrôle de ton leadership. Un leader distrait épuise son entourage. Un leader concentré l'élève. Alors oui, ce travail demande du courage. Parce que le monde moderne est conçu pour t'en distraire. Mais si tu tiens bon, tu découvriras un pouvoir oublié, la paix.
Pas la paix molle du désengagement, mais la paix active du capitaine qui tient la barre pendant la tempête. C'est cette paix-là qui fait la différence entre un entrepreneur qui survit et un entrepreneur qui construit. Et c'est elle, cette paix concentrée, qui t'attend dans le chapitre suivant. Et comme Jules Renard a dit, le calme est la forme la plus rare de la puissance. Chapitre numéro 4. Créer dans le silence. La créativité naît du silence intérieur, là où l'esprit cesse de vouloir prouver et commence à écouter. Eckhart Tolle. Bruit empêche de penser, il existe une vérité que beaucoup refusent d'admettre. Les grandes idées ne naissent pas dans le bruit. Elles meurent dans le bruit. Chaque jour, ton cerveau est bombardé par plus de 70 000 signaux. Sons, messages, notifications, conversations, images, vidéos, publicités, appels. Tout concourt à fragmenter ton attention, à diviser ton esprit. À force de tout absorber, ton cerveau devient un espace saturé, sans silence, sans écho. Tu crois réfléchir, mais en réalité, tu réponds. Ce n'est pas de ta faute. Tu vis dans un monde conçu pour ça. Chaque application, chaque média, chaque alerte est construite pour voler ton attention, la découper, la consommer. Tu penses être libre, mais c'est ton cerveau qui est devenu le produit. Le neuroscientifique Marcus Raichle, de l'Université de Washington, a découvert que lorsque ton esprit se repose, il active un autre réseau, le Default Mode Network, le réseau du mode par défaut. C'est lui qui relie les souvenirs, les émotions, les idées. C'est dans ce réseau que naissent les associations originales, les intuitions profondes, les connexions inédites. Mais ce réseau est fragile. Il ne fonctionne que dans le calme, l'ennui, la lenteur. Si tu remplis chaque minute d'activité, de conversation ou de bruit, tu coupes la racine de ta créativité. Tu deviens un processeur d'informations, pas un générateur d'idées. Une étude de Harvard a montré que les moments de calme, la marche, la douche, la contemplation, sont les plus propices aux éclairs de génie. Pourquoi? Parce qu'alors, ton esprit ne cherche rien. Il vagabonde, il assemble, il imagine. Tu ne peux pas forcer une idée à venir. Elle n'obéit pas à la volonté. Elle surgit dans l'espace que tu lui offres. Le silence, c'est cet espace. Il ne fait rien en apparence, mais il fait tout en profondeur. Pourtant, notre époque glorifie l'occupation. Si tu n'as pas de réunion, tu te sens coupable. Si tu ne postes rien, tu as peur d'être oublié. Si tu te tais, tu crois disparaître. Mais le silence ne t'efface pas. Il te recentre. Il te rend unique. Quand tu perds le silence, tu perds ta singularité. Tu commences à penser comme tout le monde, à parler comme tout le monde, à créer ce que tout le monde crée. Les vrais créateurs ne se battent pas pour plus d'idées. Ils se battent pour plus de vide, car c'est dans ce vide que tout se forme. Apprendre à faire une pause, les grandes idées, n'arrivent pas quand tu es tendu, mais quand tu relâches. Elles naissent dans les moments d'abandon, quand tu cesses de contrôler. Les chercheurs appellent cela l'incubation. Ton inconscient continue à travailler pendant que ton attention consciente s'arrête. C'est le moment où tu ne penses plus, mais où ton cerveau, lui, continue à relier. Archimède a eu son illumination dans un bain. Newton a découvert la gravité en observant une pomme tomber. Einstein rêvassait sur un rayon de lumière avant de formuler sa théorie. Steve Jobs disait « Je n'ai jamais eu une idée révolutionnaire devant un ordinateur. » Rien de tout cela n'est dû au hasard. C'est la nature même de l'esprit humain. Quand tu lâches prise, ton cerveau passe en mode diffus. Les zones liées au contrôle et à la planification se calment. Les zones associées à la mémoire, à l'imagination et à l'émotion s'activent. C'est dans cet état que surgissent les intuitions les plus puissantes. Une étude menée à l'université de Drexel en 2018 a observé le cerveau de musiciens pendant qu'ils improvisaient. Au moment où la créativité atteignait son sommet, les zones de logique s'éteignaient.
Le contrôle laissait place à la liberté. L'esprit cessait de forcer et commençait à jouer. C'est cela, la magie du silence. Il suspend la contrainte pour libérer la création. Mais ce calme, il faut l'apprivoiser. Parce qu'au début, il te met face à toi-même. Quand tu t'arrêtes, tout ce que tu fuis remonte, tes doutes, tes manques, tes peurs, tes regrets. Le bruit extérieur t'en protégeait. Le silence, lui, t'y confronte. Mais c'est aussi dans cette confrontation que tu redeviens vrai. Ton cerveau, habitué à l'agitation, réclame ses doses de dopamine. Il te pousse à rouvrir ton téléphone, à faire quelque chose, n'importe quoi. Résiste. Tiens bon. Traverse ce vide sans le fuir. Parce qu'au bout de quelques minutes, il se transforme. Le silence cesse d'être une absence. Il devient une présence. Des chercheurs de l'université Duke ont montré que 2 heures de silence par jour favorisent la neurogenèse, c'est-à-dire la création de nouvelles cellules cérébrales. Oui, le silence fait littéralement pousser ton cerveau. Il reconstruit ta capacité à penser, à ressentir, à créer. Le vide n'est pas un manque, c'est un espace fertile, c'est une matrice. Quand tu apprends à vivre dans ce vide, il devient ton laboratoire. Chaque jour, offre-toi ces moments. 10 minutes sans écran, une marche sans écouteurs, un café sans notification. Ce n'est pas du temps perdu, c'est de l'attention retrouvée. La créativité n'est pas une explosion, c'est une éclosion. Manfred Spitzer le calme rend plus créatif. Les plus grands créateurs ont un point commun. Ils savent attendre. Ils savent s'arrêter avant d'agir. Ils comprennent que la qualité d'une idée dépend de la qualité du silence qui l'a précédée. Léonard de Vinci observait la lumière des jours entiers avant de peindre. Beethoven marchait seul dans les forêts pour écouter la musique du vent avant de composer. Picasso disait « Sans solitude, aucune œuvre n'est possible ». Bill Gates s'impose 2 fois par an des Think Weeks, des semaines de solitude absolue. Il s'enferme dans une cabane au bord d'un lac, sans Internet, sans téléphone. Il lit, écrit, réfléchit. Et de ces retraites naissent souvent ses plus grandes décisions. Ce n'est pas un rituel mystique, c'est une discipline. Le silence est une infrastructure invisible. Il permet aux idées de se déposer, aux intuitions de se préciser, aux émotions de se calmer. C'est l'équivalent mental du repos musculaire. Sans lui, tu t'épuises. Les neurosciences confirment ce que ces esprits avaient compris intuitivement. Le professeur Andreas Elpidorou, de l'Université de Louisville, a démontré que l'ennui stimule la curiosité et la motivation intrinsèque. En clair, ne rien faire alimente l'envie de faire. À l'inverse, la surstimulation tue la créativité. Le docteur Daniel Levitin appelle cela le brain clutter, l'encombrement mental. Trop d'informations bloquent la mémoire de travail, empêchant ton cerveau de traiter en profondeur. Le bruit t'empêche d'avoir des idées neuves. Le silence, lui, les fait naître. Mais attention, le silence n'est pas un arrêt. Ce n'est pas un vide passif. C'est une écoute active. Le silence du créateur, c'est celui du surfeur qui attend la vague, du photographe qui attend la lumière, du stratège qui observe avant de frapper. Ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps préparé. Le calme, c'est le mouvement juste. C'est agir à partir de la clarté, pas de la peur. Et ce calme, tu peux l'apprendre. Il commence par des micro-choix. Fermer ton téléphone 1 heure. Dire non à une distraction. Choisir de t'isoler avant de créer. Ces gestes simples redonnent à ton esprit la place qu'il mérite. Quand tu ralentis, tu entends mieux. Quand tu entends mieux, tu comprends plus. Et quand tu comprends plus, tu crées mieux. L'entrepreneur concentré, celui qui agit depuis le silence, devient un créateur rare. Son esprit n'est pas dispersé. Il voit ce que les autres manquent. Il prend des décisions qui semblent évidentes, mais qui viennent de la profondeur. Il n'est pas le plus rapide, mais il est le plus juste. Chaque jour, il s'offre des moments de retrait pour penser, écrire, respirer, regarder loin.
Ces moments invisibles nourrissent tout ce qu'il construit. Et plus il se tait, plus son travail parle fort. Créer dans le silence, c'est choisir d'exister dans un monde qui hurle. C'est refuser de participer à la cacophonie pour produire du sens. C'est comprendre que l'innovation ne vient pas du bruit, mais du calme. Le silence, au fond, n'est pas un vide, c'est une promesse. C'est là que tout commence. Chapitre numéro 5. L'impact du calme. Rien ne renforce autant l'autorité que le calme. Quand tu découvres la puissance du calme, tu comprends que c'est bien plus qu'un état intérieur. C'est une stratégie, une façon de travailler, de penser et de diriger. Le calme n'est pas une absence de mouvement, c'est un mouvement maîtrisé. Il ne te rend pas lent, il te rend précis. Il ne t'enlève pas ton feu, il lui donne une direction. Dans le tumulte quotidien, la plupart des gens réagissent. Ils répondent aux urgences, courent derrière les problèmes, s'épuisent à tout gérer. Toi, tu apprends à observer avant d'agir, à respirer avant de répondre, à réfléchir avant de décider. Et soudain, tu gagnes une puissance invisible, celle de la maîtrise. Le calme ne se voit pas, mais il se ressent. Dans ta posture, dans ta voix, dans la façon dont tu écoutes. Il donne confiance. Il attire la clarté. Il te permet d'agir sans te disperser. Ce n'est pas du contrôle, c'est une forme d'alignement. Les Japonais ont un mot pour cela, seijaku. Cela signifie le calme dans le mouvement, la paix dans l'action. Les maîtres zen l'enseignent depuis des siècles. La vraie efficacité vient de la tranquillité intérieure. Une main sûre ne tremble pas. Quand tu travailles dans le calme, ton esprit devient comme une eau claire. Tu vois plus loin, plus profondément. Tu ressens mieux les signaux, les gens, les situations. Ton intuition devient plus fine, ton jugement plus juste. Et surtout, tu ne gaspilles plus ton énergie dans des réactions inutiles. Chaque geste compte, chaque parole pèse. Tu avances moins vite, mais tu avances droit. Les neurosciences confirment ce que les sages savaient déjà. Quand tu restes calme, ton esprit reste lucide. Le centre des réactions instinctives se calme. La partie du cerveau qui guide les décisions prend le relais. Tu passes du réflexe à la conscience. Et ce simple basculement change tout. Tu ne subis plus ton environnement, tu le diriges. Le calme transforme le leadership. Un leader calme est un leader contagieux. Sa sérénité agit comme un champ magnétique. Elle apaise ceux qui l'entourent, inspire confiance, crée un sentiment de sécurité. À l'inverse, un dirigeant tendu diffuse le désordre sans même parler. Ses équipes ressentent son agitation, ses doutes, sa crainte du manque de temps. Les émotions d'un leader se propagent à toute l'organisation. Ce phénomène, étudié par l'université de Yale, s'appelle la contagion émotionnelle. J'ai vu des équipes entières changer de dynamique en quelques semaines simplement parce que leur dirigeant avait changé d'énergie. Au lieu de réagir à tout, il écoutait. Au lieu de se justifier, il questionnait. Au lieu d'imposer, il inspirait. Et les autres suivaient. Le calme est la forme la plus discrète mais la plus puissante du charisme. Tu n'as pas besoin de parler fort pour être entendu. Tu as besoin d'être présent. Les grands leaders le savent. Nelson Mandela méditait chaque matin avant ses réunions les plus exigeantes. Barack Obama lisait en silence avant ses décisions les plus délicates. Warren Buffett dit souvent que son avantage vient du fait qu'il garde la tête froide pendant que tout le monde s'agite. Ce n'est pas un don, c'est une discipline. Le calme est la condition de la clarté. Et la clarté, c'est ce qui inspire les autres. Quand tu es calme, tu offres à ceux qui te suivent un repère stable. Tu deviens le rocher dans la tempête, le point fixe autour duquel tout peut tourner sans s'effondrer. Tu n'as plus besoin d'imposer ton autorité. Elle émane naturellement. Une étude de Harvard Business Review a démontré que les leaders capables de garder leur calme pendant les périodes de crise obtiennent des performances d'équipe supérieures de 30%. Pourquoi ? Parce que leur sérénité rassure, structure et libère la créativité des autres. Le calme crée la confiance, et la confiance crée l'efficacité. Le calme influence le collectif. Le calme n'est pas qu'un état personnel, c'est une énergie qui se propage. Dans une équipe,
Il agit comme un climat. Il change la façon dont les gens se parlent, s'écoutent, s'organisent. Dans une entreprise agitée, les réunions deviennent bruyantes, les décisions se prennent dans la précipitation et chacun défend son territoire. Dans une culture du calme, les échanges deviennent plus profonds, plus sincères. On cherche à comprendre avant de répondre. On coopère au lieu de rivaliser. J'ai vu des dirigeants transformer leur entreprise simplement en introduisant des moments de silence. Un exemple, une société de design en Europe a instauré 5 minutes de silence avant chaque réunion stratégique. Pas de téléphone, pas de parole. Juste le temps de respirer, d'arriver mentalement. En 3 mois, les réunions sont devenues 2 fois plus efficaces. Les idées étaient plus claires, les décisions plus alignées. Le calme avait créé de la cohérence. Le calme est contagieux parce qu'il réduit la peur. Quand tu es calme, tu ne cherches pas à te protéger. Tu écoutes, tu comprends, tu oses dire la vérité. Et cette honnêteté libère les autres. C'est ce qui rend un collectif fort, la confiance mutuelle. Dans le monde de l'entreprise, beaucoup pensent que la performance vient du stress, de la pression, du rythme. C'est faux. La vraie performance vient de la présence, de la qualité d'attention. Une équipe concentrée, apaisée et connectée est infiniment plus rapide et créative qu'une équipe agitée. Le calme est donc une ressource stratégique. C'est lui qui fait la différence entre une organisation brillante et une organisation brûlée. Le calme, nouvelle forme de puissance. Le calme est souvent perçu comme de la lenteur, de la passivité. En réalité, c'est une force silencieuse, profonde, stable. Dans un monde qui court, celui qui reste calme devient redoutable. Parce qu'il voit ce que les autres ne voient pas, parce qu'il ne se laisse pas happer par l'urgence, parce qu'il agit avec intention. Être calme, ce n'est pas être détaché. C'est être présent sans être emporté. C'est savoir quand parler et quand se taire. C'est choisir ses batailles. C'est comprendre que la vraie puissance, ce n'est pas d'avoir raison, c'est de rester lucide. Le calme, c'est la maturité de la conscience. Celle qui te fait passer du besoin de prouver au besoin de comprendre. Du besoin de briller au besoin d'éclairer. C'est le moment où tu ne réagis plus au monde. Tu le façonnes. Dans un univers saturé de bruit, la personne calme devient rare, donc précieuse. On la remarque, on la respecte, on la suit. Parce qu'au fond, tout le monde cherche ce qu'elle dégage, de la paix, de la clarté, de la présence. Le calme n'est pas une posture spirituelle, c'est une compétence professionnelle. Un avantage concurrentiel. Celui qui garde son calme dans le chaos voit toujours plus loin que celui qui panique. Alors cultive-le. Entretiens-le. Défends-le. Parce que dans les années qui viennent, ce ne seront pas les plus rapides ni les plus bruyants qui domineront. Ce seront les plus clairs, les plus stables, les plus calmes. Conclusion. Le calme est la condition de la grandeur. Ce livre a commencé avec une prise de conscience. Nous vivons dans un monde saturé de bruit. Un monde où la vitesse est glorifiée, où la distraction est constante, où l'attention, notre ressource la plus précieuse, est exploitée, monétisée, dispersée. Et dans ce chaos, tu as choisi de faire une chose rare, t'arrêter. Tu as parcouru ces pages, non pas pour apprendre à en faire plus, mais pour réapprendre à voir, à sentir, à être. Parce que le véritable progrès ne commence pas par une accélération, mais par une pause consciente. C'est dans cette pause que l'esprit se réorganise, que le sens réapparaît, que la clarté revient. Tu as compris que la concentration n'est pas un exercice de force, mais un art de la présence. Être concentré, ce n'est pas bloquer le monde, c'est choisir consciemment où tu veux placer ton énergie. C'est l'acte le plus puissant qu'un être humain puisse accomplir dans un monde qui veut son attention à chaque instant. Tu as découvert aussi que la productivité moderne est un piège. Elle t'entraîne dans une spirale où tu confonds mouvement et progrès, agitation et impact, occupation et création. Tu as appris à ralentir, à distinguer ce qui compte vraiment de ce qui t'épuise. Tu as compris que le calme ne t'enlève rien. Il te rend à ce que tu es censé être. Le calme n'est pas un état,
C'est une compétence. Il se cultive, comme on entretient un jardin. Il se nourrit de discipline, de silence, de lenteur, de lucidité. Il se protège aussi, parce que le monde fera tout pour te le reprendre. Chaque notification, chaque urgence, chaque promesse d'instantanéité est une tentative de t'arracher à toi-même. Mais à présent, tu sais. Tu sais que ton attention est ton royaume, que ton esprit est un espace sacré que tu dois défendre avec respect. Que chaque minute passée en pleine conscience vaut plus qu'une journée passée dans la confusion. L'entrepreneur concentré que tu es en train de devenir ne cherche plus à tout faire. Il cherche à faire ce qui a du sens. Il ne veut plus plaire à tout le monde. Il veut être aligné. Il ne mesure plus sa valeur à la vitesse de ses journées, mais à la qualité de sa présence. Il ne veut plus briller dans le bruit. Il veut construire dans le silence. Tu as vu comment le calme transforme ton rapport au travail. Il t'apprend à agir avec intention, à décider avec justesse, à créer sans t'épuiser. Mais surtout, il transforme ton rapport aux autres. Le calme est contagieux. Il apaise les tensions, inspire la confiance, renforce la cohérence autour de toi. Il te rend plus clair, donc plus crédible, plus simple, donc plus puissant. Et puis, il y a quelque chose d'encore plus profond. Quand tu apprends à être calme, tu redeviens disponible. Pour ton intuition, pour les gens, pour la vie. Tu redeviens un canal clair. Ce n'est plus toi qui cherches les idées. Ce sont elles qui te trouvent. Ce n'est plus toi qui cours après le succès. C'est lui qui vient vers toi naturellement parce que tu n'es plus dispersé. La maîtrise du calme, c'est la maîtrise de ton énergie. Quand tu apprends à la concentrer, tout devient plus fluide. Tu n'as plus besoin de forcer. Tu ressens quand agir et quand attendre. Tu ne réagis plus à la vie. Tu danses avec elle. Et si le monde te pousse à t'agiter, rappelle-toi ceci. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une supériorité invisible. C'est le regard du stratège au milieu du tumulte. C'est la lucidité du marin qui lit les vagues pendant que les autres paniquent. C'est la force tranquille de celui qui sait où il va, même quand la mer se déchaîne. Les entrepreneurs les plus puissants de demain ne seront pas ceux qui parleront le plus fort. Ce seront ceux qui sauront écouter. Ce ne seront pas ceux qui courront le plus vite. Ce seront ceux qui sauront s'arrêter au bon moment. Ce ne seront pas ceux qui auront le plus d'idées. Ce seront ceux qui sauront en choisir une et y consacrer toute leur attention. Le calme est une arme dans un monde qui crie. Il te rend libre. Il t'élève au-dessus du bruit, au-dessus du flux. Et cette liberté-là, personne ne peut te la donner. Tu la construis, minute après minute, silence après silence, alors ne cherche plus à remplir chaque instant. Cherche à habiter chaque instant. Ne cherche plus à conquérir le monde. Cherche à te conquérir toi-même. Parce que c'est seulement à partir de là, depuis ce centre paisible et lucide, que tu pourras vraiment bâtir, inspirer et transformer. Tu n'as pas besoin de tout changer demain. Commence simplement par une chose. Chaque jour, offre-toi un moment de calme. Un moment sans téléphone, sans mots, sans attente. Un moment où tu n'as rien à prouver, juste à respirer. Ce moment, c'est ton point de départ. C'est là que tout commence, et c'est là, toujours, que tu devras revenir. Un jour, tu comprendras que le calme n'est pas une pause dans ta vie d'entrepreneur. C'est sa base. C'est le socle invisible sur lequel repose tout ce que tu bâtis. Le silence n'est pas une absence d'action, c'est une autre forme d'action. Celle de préparer ton esprit à créer avec intention. Dans ce monde saturé de bruit, être concentré est devenu un acte de résistance. Et si tu tiens bon, si tu choisis chaque jour de te recentrer, alors peu importe la vitesse du monde autour de toi, tu avanceras toujours avec précision. Le vrai succès n'appartient plus à ceux qui crient le plus fort, mais à ceux qui savent t'écouter. Écouter leur intuition, écouter leur vision, écouter ce que le silence veut leur dire. Parce qu'au fond, c'est là que naissent les plus grandes idées, dans le calme que les autres fuient. Et quand tout semblera s'accélérer à nouveau, souviens-toi, le calme n'est pas une fuite, c'est un choix.
C'est la décision silencieuse de ceux qui ont compris que l'impact durable ne vient pas du tumulte, mais de la maîtrise intérieure. Reste concentré, reste présent. Parce que dans le silence des esprits clairs, le futur se construit.